Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va expliquer un passage ou un extrait du chapitre 13. Donc l'extrait commence par "On fit asseoir les galériens dans la boue jusqu'à un spectacle pour eux". Ce passage se situe vers la fin du chapitre pour ceux qui veulent suivre dans le roman. On va commencer par expliquer certains mots importants dans ce passage. Premier mot, c'est les galériens. Autrefois, un homme condamné à ramer, c'est-à-dire à travailler dans un bateau, sur les galères. Forçat, condamné au bagne. Un forçat, c'est un condamné aux travaux forcés. Les travaux forcés, c'est une peine qui obligeait un condamné à travailler dans un bagne. Puis, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire le ferment des forçats pour comprendre de quoi parle le texte, parce que c'est la scène principale ou c'est le sujet principal de cet extrait. Donc le ferment des forçats, c'est une opération qui consiste à mettre les fers aux prisonniers, les chaînes autour de leur cou et de leurs mains, comme vous voyez dans cette image. Donc on met les menottes dans les mains, et puis ce collier on le met dans le cou ou sur le cou du condamné ou du forçat. Donc c'est ça le ferment des forçats. Situation du passage. Un gardien invite le condamné à mort à changer son cachot et l'emmène dans une cellule ayant une fenêtre à travers laquelle il peut voir le ferment des forçats. Le narrateur décrit l'atrocité de cette scène. Donc là, l'événement principal, c'est le changement de la cellule. Le condamné à mort va changer sa cellule et il va venir dans une autre qui a une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, il va nous décrire ce qu'il voit dans la cour de la prison de Bicêtre. Donc c'est ça la situation du passage. Passons maintenant à l'extrait, à la lecture et à l'explication. Je vais lire d'abord et puis j'explique. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers, puis deux forgerons de la Churme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid, à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, assené sur l'enclume appuyé à leur dos, fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Donc là, le narrateur commence la description du ferment des forçats. Donc il va y avoir un vocabulaire indiquant la souffrance comme une situation difficile comme dans la boue, le pavé inondé, c'est-à-dire il y a plein d'eau dans les pavés, à grands coups de masse de fer, un moment affreux, sauter le crâne. Donc comme vous voyez là, une illustration du texte, là on met le collier dans le cou du condamné. Et pour le lui mettre, il y a deux forgerons là qui portent une enclume portative là et qui frappent pour fixer le collier sur le cou du forçat. Alors pour les figures de style qu'on peut relever ici, on trouve un oxymore, c'est les plus hardis pâlissent. Donc il y a contradiction entre hardi, c'est-à-dire courageux, et pâlisse, c'est-à-dire avoir peur. Et il y a aussi une comparaison, sauter le crâne comme une coquille de noix. On va passer au deuxième paragraphe. Donc, après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes et par intervalles un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent, les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers. Après la visite des geôliers, le ferrage. 3 actes à ce spectacle. Donc toujours, on va continuer avec le vocabulaire de la souffrance. Donc nous avons sombre, un cri, pleurèrent, les vieux frissonnaient, se mordaient les lèvres, profil sinistre. Donc là, c'est ce qui se passe après l'opération, c'est-à-dire après le ferment. Donc on a terminé le ferment. Maintenant, le narrateur décrit l'état de peur dans laquelle se trouvent les forçats. Le narrateur considère cette scène du ferment comme un spectacle. Il a utilisé des verbes de perception comme le verbe entendez et je regardais. Il a dit 3 actes à ce spectacle, c'est-à-dire le spectacle de ferment. Si on veut relever la figure de style, on remarque l'utilisation de l'oxymore quand il a dit
le bruit sourd de deux bâtons. Bien, passons au paragraphe suivant. Un rayon du soleil reparut. On eût dit qu'il mettait le feu à tous ses cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson de bagne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire, déchirés et haletants, se mêler aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes. Et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant, plus rauque que le bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. Alors on remarque bien sûr que le condamné décrit la danse des forçats. On a un champ lexical de la danse et de la chanson. Donc il chantait une chanson de bagne, une romance, des cris grêles, des éclats de rire, d'orchestre, chant. Ce sont les forçats qui font une danse pour oublier leur souffrance. Donc pour cette chanson, les forçats essayaient d'apaiser et d'oublier leur souffrance, mais cette souffrance surgit au milieu de la joie. C'est-à-dire malgré cette joie que les forçats essayaient de créer, il y a toujours de la souffrance qu'on va remarquer dans l'utilisation de certaines figures de style comme l'antithèse lorsqu'il a dit tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. Donc nous avons deux mots opposés, plaintif et gai, c'est-à-dire tantôt la joie, tantôt la douleur. Si je cherchais une image de sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. C'est une comparaison. Donc le narrateur ici compare cette scène de danse à une image de sabbat. Donc le sabbat, c'était une fête organisée par les sorciers. Ça fait longtemps dans le Moyen-Âge, pendant la nuit, et qui était une fête qui faisait peur, où il y avait des cris et des hurlements. Voilà, donc on passe au paragraphe suivant. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide, fumant et sale. Ils mangèrent, puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui suit. Donc dans ce paragraphe, comme vous l'avez remarqué, le narrateur fait la description de la nourriture. Là, maintenant, on a terminé le ferment, on a interdit la danse par les coups de bâton, c'est-à-dire on a arrêté les forçats par force, et on leur a présenté de la nourriture dans un baquet. Donc le baquet, c'est un récipient de bois servant à divers usages domestiques. Donc le narrateur décrit le repas lamentable des forçats. Il a utilisé la répétition du mot je ne sais, pour exprimer son dégoût, son sentiment de dégoût. Je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide. Et deux adjectifs qualificatifs décrivant cette nourriture, il a dit fumant et sale. Ce repas se compose uniquement de soupe et de pain bis. Passons au paragraphe suivant. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Le condamné, crièrent-ils, tous en me montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. Je restai pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. Bonjour, bonsoir, me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarade. » Donc là, dans ce passage, on va remarquez qu'il y a un changement de situation. Donc c'était le condamné à mort qui était le spectateur, c'est lui qui voyait, c'est lui qui regardait et décrivait. Soudain, lui-même, il va devenir un spectacle pour eux. Puis, tous les yeux, c'est-à-dire tous les yeux des forçats,
tournés vers la fenêtre que j'occupais. C'est-à-dire ils sont tous tournés vers lui et ils commençaient à lui parler. Donc là, comme vous voulez, c'est un discours direct. Ce sont les forçats qui saluent le condamné à mort. Donc il y a là deux sentiments différents. Les sentiments du condamné à mort envers les forçats et les sentiments des forçats envers le condamné à mort. Donc pour le condamné à mort, il ressent la pitié, il a dit un profond sentiment de pitié, et il a dit aussi le rire me faisait pleurer, et il pleure aussi. Quant aux forçats, ils ressentent de la joie et de l'envie. Donc le condamné à mort ressent de la tristesse et de la pitié pour les forçats, et les forçats ressentent la joie et l'envie, non pas pour se moquer du condamné bien sûr, mais parce que la mort pour eux est la fin de la souffrance. Donc là, ce jeune homme qui a parlé, ce forçat, il a dit, il est heureux, il sera rogné, donc c'est une antithèse. Donc la mort pour ces personnes, ce n'est pas une mauvaise fin, mais c'est une belle fin qui va les libérer de la souffrance une fois pour toutes. Voilà, on passe au dernier paragraphe. Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet. La grève est sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur, je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. Donc, en fin de compte, le sort des forçats et du condamné n'est pas différent. C'est seulement que le condamné à mort, il va finir à la grève, place de l'exécution, et les autres, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés, ils vont finir à Toulon, dans un bagne à travaux forcés perpétuels. C'est-à-dire ils vont passer toute leur vie dans la misère et dans la souffrance du travaux forcés. Et le narrateur a utilisé cette personnification lorsqu'il a dit la grève est sœur de Toulon. Donc voici l'extrait du chapitre 13. Merci pour votre attention, en espérant vous voir très prochainement dans un nouveau chapitre du dernier jour d'un condamné. Au revoir.